Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci Oui, beaucoup. très bien, Merci merci. beaucoup d'être avec nous dans cette conférence. C'est un honneur pour nous. Nancy? Bonjour, bonjour docteur, bonjour à tous. Que du bonheur d'être ici aujourd'hui pour introduire un invité très exceptionnel, docteur Serge Tisseron. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien. Je mettais mon micro un peu plus fort, mais je vous entends bien. D'accord. Docteur, vous êtes psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie, chercheur associé à l'Université Paris 7 Denis Diderot, fondateur de la règle 36912 relayée par l'Association française de psychiatrie ambulatoire. Par ailleurs, vous êtes autre la relation que l'homme établit avec les robots, la honte, l'empathie et les secrets de famille. Par ailleurs, vous êtes dessinateur et votre intérêt pour le dessin vous a poussé à faire un pari un peu fou, comme vous le dites. C'est celui de rédiger votre thèse sur l'histoire de la psychiatrie en bande dessinée. Docteur Tisseron, au nom de Nafsani Youn, qui vous a décerné son prix annuel en l'an 2018 pour votre parcours honorable et pour vos recherches en technologie qui ont eu un impact énorme sur la santé mentale, au nom de tous les participants et spectateurs, nous sommes tous ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et curieux de vivre avec vous l'expérience du numérique sur le divan. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Nancy. Merci beaucoup. Merci à l'introduction. C'était un plaisir. Docteur, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci de cette introduction, merci de cette présentation, merci de cette invitation. Alors oui, pour ma thèse en bande dessinée, pour ceux qui en sont curieux, en effet, ils la trouveront sur mon site sergetisseron.com ou bien sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire médicale, mais mon site y renvoie. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour celles et ceux d'entre vous qui aiment le dessin et pourraient avoir envie de faire un travail universitaire en dessin, en bande dessinée. C'est que l'Université de Sherbrooke au Canada accepte maintenant les thèses en bande dessinée. Donc, les choses font leur chemin. Voilà, thèse scientifique, grâce au numérique, aujourd'hui, on va en parler, on peut facilement faire en effet du dessin et de la bande dessinée. La machine fait une bonne partie du travail. Voilà, alors je vais vous parler une quarantaine de minutes, on a prévu, et donc je vais vous parler de la manière dont les technologies innovantes changent notre pratique thérapeutique. Je vais vous parler bien sûr de la consultation à distance, hein, ça s'impose puisqu'on se parle à distance, voilà. Je vais vous parler de l'utilisation des jeux vidéo en thérapie puisque beaucoup d'alertes sont lancées contre les dangers des jeux vidéo, notamment le risque d'usage prolongé la nuit avec des conséquences néfastes sur les résultats scolaires, mais on va voir qu'on peut les utiliser en thérapie. Et puis, je vous dirai quelques mots des robots, puisque les robots arrivent notamment dans les services pour enfants autistes et les services pour personnes âgées. Voilà, donc on va un peu parcourir ces trois domaines et puis on va voir que finalement, ils nous obligent à non seulement à repenser notre profession, mais aussi à repenser l'éthique, voilà, et à imaginer une nouvelle psychologie de l'homme utilisant les machines ou connecté avec les machines. Donc, je vais vous partager un PowerPoint. Je vous donne l'accès, docteur. Oui, bien sûr, je vous donne l'accès. L'animateur a désactivé le partage d'écran, donc il faut que vous m'activiez le partage d'écran. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Voilà, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, oui. Très bien. Voilà, donc voilà, ça s'appelle de nouvelles médiations thérapeutiques, puisque l'idée, c'est que justement, on utilise les écrans. Beaucoup d'entre vous ont fait des consultations à distance, des thérapies à distance pendant le confinement, évidemment, et on va continuer. Et puis, les jeux vidéo et les robots.
J'ai préféré vous faire un petit aperçu général parce que les consultations en ligne, on commence à bien se familiariser avec elles. Les jeux vidéo, peu de thérapeutes, et les robots, il faut quand même se préparer à l'idée de les utiliser aussi en thérapie. Voilà, donc le plan que je vous ai annoncé. Et on va commencer tout de suite par la consultation à distance. Alors, vous voyez, je vous ai posé, là c'est un ouvrage que j'ai écrit sur ce thème, bien avant la consultation à distance, mais c'était sur les possibilités et les dangers du numérique par rapport à la qualité de la relation. Et vous voyez que dans l'intitulé, j'oppose la relation d'objet virtuel à la relation virtuelle à un objet, ROV-RVO. C'est une distinction très importante pour moi. La relation à un objet virtuel, c'est psychologiquement le fait que nous avons toujours une représentation de notre interlocuteur au moment où nous sommes en communication avec lui. Donc c'est du virtuel psychique en fait. Mon idée, c'est que l'être humain n'aurait pas inventé du virtuel numérique s'il n'avait pas à l'intérieur de lui du virtuel psychique. Il n'aurait pas inventé la peinture, les tableaux, le dessin s'il n'avait pas à l'intérieur de lui des représentations du monde. Donc, en fait, l'être humain externalise toujours dans les technologies des compétences psychiques. Quand on a ça à l'esprit, on voit autrement les créations contemporaines. Elles sont le prolongement des capacités humaines, comme l'ont été en d'autres temps l'invention de la pointe de flèche en silex, l'invention de la machine à vapeur ou l'invention du moteur thermique. Donc, la relation d'objet virtuel, c'est le fait qu'à tout moment dans une relation, on a une relation à la fois avec un personnage intériorisé, c'est cette représentation de notre interlocuteur, et puis avec notre interlocuteur réel. C'est différent de l'imaginaire, parce que dans l'imaginaire, on n'a pas de confrontation avec l'objet qu'on se représente. J'imagine une licorne, je ne suis pas devant une licorne, mais si j'interagis avec mon fils, avec lui, j'ai une représentation de lui, il a une représentation de moi. Il faut constamment qu'on modifie la représentation qu'on a de l'autre en fonction de la réalité de l'autre. Et si on n'y arrive pas, si on reste fixé sur la représentation qu'on a de l'autre et qu'on n'arrive pas à mettre à profit toutes les informations que l'autre nous donne sur sa réalité, on bascule dans quelque chose que j'ai appelé la relation virtuelle à un objet, la RVO. Et on va voir justement que le grand problème de la communication à distance, c'est que comme il y a le filtre de l'écran, comme il y a parfois le filtre d'un avatar, hein, c'est une créature qu'on se fabrique, un petit animal, petite marionnette qu'on met sur l'écran à la place de soi, et bien du coup, la relation risque beaucoup plus de basculer dans la relation virtuelle à un objet, c'est-à-dire on risque beaucoup plus en distanciel via un écran, de ne pas tenir compte de la réalité de l'autre et de ne tenir compte que de la représentation qu'on en a. Donc, on reprend maintenant le déroulé de la rencontre via un écran. Ça peut être en thérapie, ça peut être avec des amis. La rencontre, elle est brutale, hein, comme vous savez, avec un risque de sentiment d'intrusion, décrit d'ailleurs par certaines personnes. La séparation, quand on arrête la communication, c'est tout aussi brutal et il n'y a pas possibilité d'avoir des apartés. Vous savez qu'en thérapie, ce qui se dit sur le pas de la porte est souvent très, très important, en thérapie individuelle comme en thérapie familiale. Et donc, risque d'un sentiment de frustration, ça s'est terminé trop brutalement, surtout que beaucoup de gens, quand ils arrêtent la communication, vont chercher un bouton quelque part comme ça. Et donc, du coup, c'est dur d'accepter ce gros plan intrusif juste au moment où on se sépare, où on aimerait autre chose. Voilà. Et puis, l'espace de l'échange, eh bien, comme vous savez, évidemment, il n'est pas commun. Or, c'est très important que deux personnes en communication puissent s'approprier l'échange. Il y a des patients d'ailleurs qui tiennent à bouger un peu les choses, que ce soit dans la salle d'attente, parfois dans le cabinet, voilà, bouger, ne serait-ce que bouger leur fauteuil, ce qui est une manière de s'accaparer l'espace. Dieu merci, nos fauteuils ne sont pas vissés sur le sol, donc les gens peuvent les bouger un peu, les tourner, voilà. C'est une manière de s'approprier l'espace, faire un commentaire sur les plantes qui sont dans la pièce, voilà. Et puis, vous savez que les anglo-saxons même, parfois offrent du thé aux patients, voilà, donc il y a tout le jeu avec les tasses, avec la théière, arroser les plantes, le patient déménage arroser vos plantes, voilà, parce qu'il y a un pot d'eau à côté. Bon. Et donc, au contraire, en thérapie en distanciel, eh bien, il n'y a pas d'espace commun et il n'y a pas ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire que si je tourne la tête d'un côté et que vous tournez la tête du même côté que moi, vous ne verrez pas la même chose que moi parce que vous êtes dans un autre espace. Or, ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est extrêmement important dans la communication du nouveau
nouveau-né, puis à tout moment. Et donc, du coup, voilà, j'ai mis en jeu de l'extimité de chacun. Ça veut dire quoi? L'extimité, c'est le fait qu'on met en scène certains aspects de soi pour les valoriser, mais avec le distanciel, beaucoup de gens ont accès à l'espace intérieur d'autres personnes, les couleurs de leur appartement, le mobilier, voilà. Et pour certains, ça peut être une source d'angoisse. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, c'est même devenu une source de moquerie. Certaines personnes étant moquées pour le caractère un peu ringard, un peu m'as-tu vu de leur appartement. Et puis, si on parle alors, si on rentre maintenant dans l'intimité de la rencontre, hein, la résonance des corps, on sait aujourd'hui que le fait que la résonance corporelle est très importante. Vous savez que dans les réunions, mais aussi avec les patients, on voit bien quand les gens sont d'accord, pas d'accord, à leur mimique, ils bougent un peu, voilà. Donc le corps nous dit les émotions, le corps nous dit les pensées. Alors, il nous dit que des pensées nouvelles arrivent chez quelqu'un, on le voit, hein, voilà. Et puis surtout, il y a ces fameuses résonances inconscientes, hein, qui font que quand on fait un geste, souvent notre interlocuteur fait le même, et qu'on s'est aperçu que ça crée une confiance mutuelle, ça participe à une très grande confiance mutuelle. La preuve en est que, j'anticipe un peu, mais qu'aujourd'hui, les gens qui fabriquent des robots essayent de fabriquer des robots qui aient justement cette capacité de faire les mêmes gestes que nous. C'est-à-dire, je penche mon corps à droite, le robot se penche un peu à gauche, c'est en miroir, voilà. Ou bien je lève un peu une main, le robot lève un peu la main, voilà. Ça crée une confiance très très forte à des interlocuteurs. On ne s'en rend pas compte, c'est que la programmation neurolinguistique a essayé d'exploiter ça, bon, avec plus ou moins de succès, peu importe, mais en tout cas aujourd'hui c'est bien connu. En distanciel, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, le corps n'est pas présent, on est balancé d'emblée sur le visage des personnes, il n'y a pas ces résonances motrices inconscientes et ça crée plus d'insécurité psychique. Il faut bien comprendre qu'à qualité mentale égale, quand vous arrivez dans un bureau et quand vous installez en communication en distanciel, il y a déjà, par le fait même de la situation, plus d'insécurité psychique. Et cette insécurité psychique est aggravée par le fait qu'il n'y a pas de partage des regards, puisque même si j'essaye de regarder le regard de l'autre sur mon écran, eh bien, j'ai toujours l'impression que l'autre, lui, ne me regarde pas, tout simplement parce que la webcam n'étant pas au centre de nos écrans, hein, ça serait bien qu'un jour elle y soit, et bien du coup, nous avons toujours l'impression que l'autre ne nous regarde pas. Ceci dit, l'impression que l'autre nous regarde pourrait aussi devenir désagréable, et il y a en effet des gens qui placent volontairement la webcam de telle façon qu'on ne puisse pas croiser leur regard, qu'ils ne puissent pas croiser le regard de l'interlocuteur. Et puis, dernière chose, les bugs, il ne faut quand même pas oublier, des fois, l'image se fixe, se fige, et on ne sait pas très bien si l'interlocuteur, tout d'un coup, n'est pas bien ou si c'est un bug. Donc, l'insécurité psychique, surtout pour les gens qui ont une connexion de mauvaise qualité, l'insécurité psychique est très importante. On ne sait pas très bien parfois si l'autre nous entend. Voilà. Donc, tout ça fait que c'est une situation à haut potentiel d'angoisse, mais également de quiproquo. Et donc, les risques, comme je vous l'ai dit, le risque, ça va être de privilégier la représentation que nous avons de l'autre sur l'autre réel. Alors ça, c'est pas, je dirais que on est habitué en thérapie, on travaille avec ça, puisque c'est le transfert. La définition du transfert, c'est que l'autre ne nous voit pas tel que nous sommes en réalité, mais l'autre nous voit tel qu'il se représente que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour nous, puisque vous savez qu'on parle de transfert et de contre-transfert, mais on parle aussi de transfert du thérapeute sur le patient et de transfert du patient sur le thérapeute. Ce qui a amené d'ailleurs Maria Torok dans les années 1980 à dire voilà, c'est trop compliqué ces histoires de transfert contre transfert du thérapeute sur le patient, transfert contre transfert du patient sur le thérapeute. On va simplifier tout ça, on va parler de résonance. La résonance, ça veut dire qu'à certains moments, on est sur la même longueur d'onde, pour dire les choses, moi, je ne sais pas comment vous allez, s'il y a des traducteurs en arabe, mais tout d'un coup, on se comprend bien, voilà. Et on ne sait pas finalement si l'idée qu'on évoque, si la pensée qu'on évoque, elle nous appartient ou si elle appartient à l'autre, mais ce qui est certain, c'est qu'elle appartient à tous les deux. Donc, le problème, quand même, c'est qu'il n'y a pas seulement cette situation dans laquelle on est amené à voir l'autre à travers la représentation qu'on en a, risque de relation virtuelle à un objet, mais il y a aussi, je vous ai dit, tout ce facteur d'insécurité qui fait que les gens vont pouvoir facilement adopter des comportements d'attaque-fuite. Je vous renvoie aux travaux de Bion, et l'attaque-fuite est très importante en situation de communication groupale. Il y a des gens qui sont habitués à faire des réunions en présentiel, ils ont l'habitude, ça se passe bien, ils font les réunions en distanciel, ils s'aperçoivent que ça se passe mal. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les personnes qui ont besoin d'être rassurées par le regard d'un collègue, peuvent donner un petit coup de coude à leur voisin, se faire passer un petit papier, ils ne peuvent pas faire tout ça, donc ils sont encore plus insécurisés, encore plus fragilisés. Et puis ceux qui traduisent leur anxiété par le fait d'intervenir beaucoup, de répéter plusieurs fois la même chose, de craindre de ne pas avoir été compris, ils vont le faire encore plus, ils vont s'énerver, et puis finalement, ça va amener des situations de grande tension euh, alors que la réunion en présentialité. Et certaines personnes vont avoir des blessures. Hein, voilà, et aujourd'hui, les DRH, les responsables des ressources humaines dans les entreprises, ont à savoir si les employés qui ne veulent pas revenir en présentiel ne le veulent pas parce qu'ils ont des avantages à être en distanciel, ou bien peut-être si les employés qui ne veulent pas revenir en présentiel pourraient peut-être être des employés qui auraient été malmenés terriblement par d'autres à l'occasion de réunions en distanciel. Donc, il y a toute une prévention à adopter, hein, laquelle je vous invite à réfléchir. Réserver le distanciel pour le partage des informations. Dès qu'il y a des décisions, on fait du présentiel. Et puis, demander des nouvelles de chacun, voilà, dans les réunions, rappeler les codes de bonne conduite. Soyez très interactifs, même si vous avez l'habitude de parler peu, voire pas du tout, en thérapie individuelle, en présentiel, en distanciel. Il faut parler, il faut se manifester, il faut bouger, il faut sourire. Voilà, et puis ce que je propose toujours, que ce soit pour les patients et les réunions, à la fin, on se fait revoir de la main. Comme ça fait un signe et on a au moins un geste partagé, c'est-à-dire le geste de la main qu'on partage. On a au moins une résonance motrice, hein, voilà, en fin d'entretien. Et puis surtout, veillez bien sûr dans les réunions à la situation des personnes fragiles en situation de vulnérabilité, parce que, encore une fois, ces fragilités sont beaucoup aggravées. Voilà, donc je vais maintenant vous dire quelques mots sur la thérapie par les jeux vidéo. Donc on change complètement de sujet, mais je pensais que c'était intéressant parce que comme vous êtes, probablement vous avez des pratiques et des préoccupations assez diversifiées, donc ça m'a paru bien de vous parler aussi un petit peu des jeux vidéo. Vous voyez que j'ai intitulé le chapitre « La thérapie par l'avatar ». L'avatar, vous savez ce que c'est, ce sont ces petits bonshommes hein, qu'on voit ici. Ça, c'était un jeu qui était très à la mode il y a 4-5 ans, Clash of Clans, et beaucoup d'ados, même d'adultes, qui ont passé tout le mois de juillet et le mois d'août dessus. Voilà, maintenant, je crois qu'il est inconnu. Il y en a d'autres, mais enfin, la logique est la même. Vous voyez, il y a des petits bonhommes, voilà, et puis on les voit en bas avec des petites icônes. Donc, l'avatar sont ces petits bonhommes et on va voir comment on peut organiser une thérapie de joueurs de jeux vidéo par avatar. Alors, d'abord, il faut bien distinguer le jeu excessif pathologique du jeu excessif non pathologique. Je m'explique. Vous savez, en thérapie, on est habitué, il y a des parents qui viennent avec leur ado, en général c'est un ado, c'est un garçon, c'est pas une fille, ou avec leur pré-ado, et ils disent, voilà, docteur, mon fils, ma fille, mon fils a une addiction aux jeux vidéo, il y passe 3-4 heures par jour. Voilà. Alors déjà, sachez que le mot d'addiction aux jeux vidéo, il est réservé aux situations par l'Organisation mondiale de la santé, pas par moi. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'on parle d'addiction aux jeux vidéo quand un joueur est socialisé depuis plus de 12 mois, déscolarisé, désocialisé depuis plus de 12 mois. Heureusement, la plupart des joueurs qui nous sont des joueurs excessifs qui nous sont amenés en thérapie ne sont pas déscolarisés, désocialisés depuis plus de 12 mois. Donc l'expression d'addiction n'est pas adaptée si on veut respecter la classification internationale de l'Organisation mondiale de la santé qui parle sinon de gaming disorder, de troubles du jeu vidéo. Et ça devient une addiction, encore une fois, seulement s'il y a plus de 12 mois d'isolement. Donc, distinguer entre le jeu excessif pathologique et le jeu excessif non pathologique, pourquoi? Parce que quelque chose peut être excessif sans être pathologique. Vous pouvez être passionné de violon, passionné de vieilles voitures, passionné d'échecs, y passer énormément de temps. C'est de l'ordre de la passion. Pourquoi c'est de l'ordre de la passion et pas de la pathologie? Parce que c'est créatif, vous imaginez des choses, voilà, et puis ça crée du lien, vous n'êtes pas tout seul, vous adhérez à un club d'amateurs, un club de pêcheurs à la ligne, un club d'amateurs de vieilles bicyclettes, voilà, et donc vous club de joueurs d'échecs. Donc ça vous prend beaucoup de temps, mais ça n'est pas pathologique. C'est pas parce qu'une activité vous prend beaucoup de temps qu'elle est pathologique. Alors à quel moment est-ce qu'on parle de pathologie? Quand une activité est excessive et qu'en plus elle appauvrit la vie.
Et le critère fondamental, c'est que ce n'est pas une activité qui est menée pour trouver du plaisir, mais pour fuir un déplaisir. Évidemment, toute la question, quand quelqu'un a une activité excessive pathologique, dans le jeu vidéo ou ailleurs, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il cherche à fuir? Qu'est-ce qui le préoccupe autant qu'il faut qu'il n'y pense pas en se prenant toujours la tête avec la même chose? Voilà. Et alors, on s'aperçoit que dans le jeu pathologique, justement, il y a bien une fuite, et cette fuite a plusieurs causes. Ça peut être fuir une souffrance physique, hein, les enfants atteints de maladies douloureuses souvent fuient dans les jeux vidéo. D'ailleurs, il y a maintenant des jeux vidéo qui sont conçus pour leur permettre d'oublier leur souffrance, de diminuer les doses d'analgésiques. Mais souvent, enfin en pratique courante, c'est pas ça. En pratique courante, ben, ils fuient une situation personnelle ou familiale qu'ils vivent comme persécutrice, désagréable, persécutrice. En général, c'est l'annonce que les parents vont se séparer. Beaucoup de jeunes basculent dans le jeu vidéo pathologique quand les parents disent qu'ils vont se séparer. Ça peut être une déception affective, ça peut être un déménagement qui fait perdre ses camarades aux joueurs. Il peut s'agir de fuir un trouble mental débutant, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, à l'adolescence, risque de psychose, voilà, enfermement dans l'autisme, risque de phobie grave, mais le plus souvent, dans 90%, voire 95% des cas, qu'est-ce que l'ado qui a du jeu pathologique, qu'est-ce que fuit l'ado qui a du jeu pathologique? Il fuit l'angoisse de la crise d'adolescence. Il fuit l'angoisse de la crise d'adolescence, qui est un moment terrible de la vie, surtout aujourd'hui dans la situation internationale. L'adolescent a peur d'entrer dans la vie adulte, il a peur de passer des examens qui vont l'amener à s'insérer dans la société d'une manière qu'il ne sait pas comment gérer. Voilà. Et ça a toujours été un moment très, très difficile, l'adolescence. Les adolescents ont toujours fui l'idée de l'entrée dans l'âge adulte à leur manière, ben, depuis que l'adolescence existe, hein, parce que quand les enfants travaillaient à la mine à 8 ans jusqu'à la fin de leur jour à 40 ans, jusqu'à leur mort à 40 ans, eh ben, évidemment, entre 8 et 15 ans, ils ne faisaient pas de crise d'adolescence, où ils la faisaient, ils la faisaient de manière non visible. Voilà. Mais en tout cas, depuis que l'adolescence existe, depuis les années 1950, où il y a cette période d'attente, où le jeune est déjà comme un adulte, mais où il n'a pas encore des responsabilités d'adulte, mais cette période-là, de grande angoisse, beaucoup aujourd'hui le fuient parmi les garçons, cette angoisse dans les jeux vidéo. Vous voyez, je vous ai mis le jeu non pathologique, alors qu'il obéit à des logiques différentes, hein, de compétition, d'exploration, d'affiliation, rejoindre un groupe, d'affirmation de soi. Voilà. Alors l'installation dans le jeu pathologique change, ça c'est très intéressant parce qu'il faut voir qu'il y a deux façons de jouer. Alors à la louche, hein, jouer au flipper ou au baby-foot, hein, voilà, ou alors jouer, ou alors lire un livre, le livre dont vous êtes le héros. Et donc dans le jeu, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas savoir comment un joueur joue simplement à partir du jeu qu'il joue, parce que beaucoup de jeux peuvent être joués de beaucoup de façons. L'important, c'est de comprendre que le jeu répétitif, compulsif, dissocié, c'est un jeu en général sensorimoteur, c'est-à-dire ce sont des gestes toujours les mêmes qui sont répétés. Au contraire, dès qu'un joueur rentre dans un jeu narratif, hein, d'ailleurs ce sont les jeux narratifs qui sont utilisés en thérapie du joueur, un jeu narratif, c'est un jeu dans lequel vous vous racontez une histoire, alors soit l'histoire que le créateur du jeu vous oblige à vous raconter, le jeu est très 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 scénarisé, vous entrez dans une forêt, vous n'avez pas trois chemins à prendre, vous n'en avez qu'un, c'est le créateur du jeu qui l'a décidé, mais vous devez quand même combattre des monstres, parler avec des personnages que vous rencontrez, donc c'est très scénarisé comme un livre, vous en êtes le héros, mais le chemin vous est fixé exactement comme dans un livre. Vous avez en revanche des jeux en monde ouvert dans lesquels vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui vous construisez votre propre histoire, mais même si l'histoire que vous vous racontez est balisée par le créateur du jeu, eh bien de toute façon, vous vous la racontez à vous-même, puisque quand vous jouez, c'est vous le héros. Voilà. Et donc, une bonne manière de savoir comment joue un joueur, s'il joue pour fuir ou s'il joue pour se raconter des histoires, eh bien, c'est de lui demander de raconter son jeu. Si un joueur peut vous raconter son jeu, c'est qu'il se raconte des histoires, c'est qu'il est dans cette modalité du jeu qui est plutôt créative. Et s'il joue avec d'autres, s'il joue une activité de jeu socialisante. Alors, c'est quoi la thérapie par l'avatar? Ça va être le fait, tout simplement, c'est très simple, d'inviter le joueur à parler de son avatar.
C'est-à-dire que quand on reçoit un préado, un ado, vous savez, c'est difficile, on ne sait pas très bien de quoi parler. On lui dit alors comment ça va? Il vous répond ça va. Tu as des copains? Les copains. Et que tes parents? Bon, c'est pas tous les jours facile, mais ça va. Voilà. Et puis au bout de 3, 4 questions, on ne sait plus très bien quoi se dire. Sauf s'il y a un traumatisme majeur. Bon, évidemment, à ce moment-là, on sait comment l'aborder, mais en général, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire peut-être tu joues aux jeux vidéo. Ben, il va dire ben oui. Alors, vous allez dire ben, à quel jeu tu joues? Alors, va peut-être vous dire, ben, vous connaissez les jeux vidéo, vous? Ben, vous allez lui dire, je les connais moins bien que toi, mais je les connais un petit peu, dis-moi, peut-être je connais ceux auxquels tu joues. Alors voilà, il va peut-être vous dire WoW, alors c'est World of Warcraft, il va peut-être vous dire Call, alors c'est Call of Duty, et puis donc il vous faut être familier un peu avec ces jeux quand même, aller voir sur Internet à quoi ils ressemblent, et puis vous allez demander, une fois que vous allez montrer que vous êtes intéressé, hein, voilà, vous allez lui dire, mais alors raconte-moi, tu as un avatar? Ben, il va dire, ouais, bien sûr, j'en ai même plusieurs. Mais alors, il y en a un que tu préfères, ouais. Et alors, vous allez lui demander de raconter son avatar. Et quand le joueur va vous raconter son avatar, en fait, il va se raconter lui-même. Alors, vous n'allez évidemment pas lui dire, ah, peut-être que si tu es déçu dans le jeu par les autres personnages, c'est que tu es déçu dans la vie aussi. Non, vous n'allez surtout pas lui dire ça serait très intrusif, interprétation sauvage. Mais il est bien évident que au fur et à mesure qu'il va apprendre à s'occuper de son avatar, de protéger son avatar, il va être une vraie mère pour son avatar. Mais quand un joueur est capable d'être une vraie mère pour son avatar, eh bien, il peut être une vraie mère pour lui-même. Et quand un joueur est capable d'être un vrai père pour son avatar, il est capable d'être un vrai père pour lui-même. C'est-à-dire qu'en travaillant sur la relation que le joueur a avec son avatar dans le jeu, eh bien, vous allez permettre au joueur d'apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider. Plus le joueur apprendra avec votre aide à guider son avatar, plus il apprendra à s'auto-guider, plus le joueur apprendra à protéger son avatar avec votre aide, plus il apprendra à s'auto-protéger. Or, aider les enfants à s'auto-guider, à s'auto-protéger, c'est le but de l'éducation et c'est évidemment le but de la thérapie des enfants. Alors, il y a de nombreux travaux qui sont encore, cela je vous l'indique s'il y a des chercheurs parmi vous, c'est un domaine de recherche passionnant, la relation avec les avatars, en neurosciences, à cause de l'imagerie cérébrale, quelle relation on a avec son avatar, voilà, mais aussi en psychologie. Et donc, je vous donne quelques indications. Le rôle de parexcitation de l'avatar, on peut parler aussi du robot comme un avatar, on en dira quelques mots tout à l'heure, mais en tout cas, le rôle de parexcitation de l'avatar. La nature des investissements de transfert, c'est très compliqué. Quel genre de transfert on fait sur l'avatar? Quel genre de transfert le thérapeute peut faire aussi sur l'avatar du joueur, du patient joueur, et puis les types de relations d'objets qu'on établit avec eux. Donc, si vous pouvez comprendre à quelques mots en français prononcés dans l'intervention avant la mienne que vous aviez des repères psychanalytiques, eh bien, c'est très, très intéressant de penser la relation aux avatars selon ces repères psychanalytiques, pas seulement pour avoir une représentation du joueur, mais vraiment pour comprendre comment on peut utiliser l'avatar en thérapie pour des préados ou des ados pour lesquels sinon il est difficile de trouver une modalité thérapeutique. Si vous arrivez formidablement bien à fonctionner avec des préados et des ados, ben, tant mieux. Mais moi, j'ai eu toujours beaucoup de peine et voilà, j'ai trouvé ce moyen de passer par les avatars de leurs écrans. Ça oblige évidemment à ce que vous soyez intéressé un petit peu par les jeux vidéo, mais beaucoup de jeunes thérapeutes aujourd'hui sont intéressés par les jeux vidéo, ce qui fait que la relation via le jeu vidéo est beaucoup plus facile que pour des thérapeutes plus âgés. Voilà, je vous donne quelques mots de la campagne des balises 3692, qui est une campagne de prévention, ce n'est pas une campagne de thérapie des jeux vidéo, mais je vous l'indique quand même parce qu'on a des affiches et vous allez les trouver sur le site 36912. Et donc, on a ces affiches en français, mais je vous la mets surtout parce qu'on l'a aussi en arabe. Et donc, en allant sur le site 36912.org, vous pouvez télécharger cette affiche en arabe, qui est donc la même que celle-là. Voilà, apprivoiser les écrans et grandir avec des conseils adaptés à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, parmi lesquels, justement, le fait de parler avec les enfants des jeux auxquels ils jouent pour les aider à passer du jeu répétitif compulsif, désocialisant, au jeu socialisant dans lequel on se raconte des histoires. Et puis, on a fait d'autres affiches qui ne sont pas traduites en arabe, mais qui sont à votre disposition si vous voulez les traduire, pour les pré-ados autour de la nourriture, pour les ados, voilà, plus fun, évidemment, et puis pour les parents, voilà, parce qu'on découvre aujourd'hui que si beaucoup d'enfants sont scotchés aux écrans, c'est parce qu'ils ont grandi comme cet enfant ici, dans une poussette au jardin public, avec des parents qui sont sur leur smartphone, et il est bien évident que dans ces conditions-là, c'est difficile en grandissant de ne pas faire pareil.
Voilà, donc tout ça est en accès libre et en disposition autant que vous voulez. Voilà. Donc, la campagne 36912 est bâtie sur des principes éducatifs, vous voyez, alternance, accompagnement, autonomie, avec des conseils valables à tout âge, parmi lesquels parler des écrans. Voilà, je vais maintenant vous dire quelques mots des robots pour terminer, alors beaucoup plus rapide, peut-être parce que moins d'entre vous sont familiarisés avec les robots. Je vous en ai mis quelques modèles ici. Et peut-être, je ne sais pas si j'ai mon pointeur, vous le voyez, mais donc ici, si vous le voyez, il y a une vieille dame en bas à gauche avec une espèce de grosse peluche blanche dans les bras. C'est le robot Paro qui est utilisé pour des personnes âgées en maison de retraite, en EHPAD. Voilà, et donc c'est une Paro, il s'appelle PARO, et donc c'est une machine qui ronronne un peu comme un chat, qui bouge les yeux et qui a la vertu de pouvoir apaiser les angoisses des personnes âgées. Vous avez ici le robot, le robot là, pour si mon truc ne marche, si ma petite flèche ne marche pas, c'est un robot Nao, donc je vais vous dire quelques mots là, entre le robot jaune et le petit dinosaure, le robot Nao, qui est utilisé pour des enfants autistes. Voilà. Les autres sont différents modèles de robots. Hein, voilà, le petit robot dinosaure. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est le premier robot avec lequel il a été montré expérimentalement que nous pouvons souffrir de la souffrance infligée à un robot. Vous voyez, c'est un petit dinosaure, il fait à peu près 40 cm, il ne peut pas faire grand-chose, hein, il marche, il lève la tête, il ferme les yeux et il grogne. Et donc un chercheur a eu l'idée de le caresser et puis ensuite de lui mettre la tête dans une serviette, de le prendre par la queue et de le taper verticalement sur la table, comme ça, dans une vidéo, et d'enregistrer les réactions des spectateurs. Et beaucoup de spectatrices ont été bouleversées de voir ça et ont dit arrêtez de faire du mal aux robots. Voilà. Et donc, du coup, c'est le premier robot pour lequel il a été montré expérimentalement que nous pouvons souffrir de la douleur que nous imaginons à une machine qui représente un animal. Vous feriez ça avec un moulin à café, probablement ça ne vous bousculerait pas, mais si vous mettez un habillage d'animal sur un moulin à café, le même comportement fait que vous souffrez de la douleur infligée au robot. Juste au-dessus, on a deux visages qui se ressemblent, c'est parce qu'il y a un chercheur japonais qui s'appelle Hiroshi Ishiguro qui a fabriqué un robot, vous voyez, à son image. Et pourquoi ça s'appelle un géminoïde. De façon générale, il y a trois mots qu'il ne faut pas confondre, c'est humanoïde, androïde, géminoïde. Humanoïde, c'est des robots qui ont une similitude fonctionnelle avec l'être humain, donc deux bras, deux jambes, un tronc, une tête, c'est humanoïde comme un humain. Les robots androïdes, comme celui qu'il y a ici en haut à droite de jeunes filles, ou Hiroshi Ishiguro, non, Hiroshi Ishiguro, c'est un géminoïde. Androïde, ça veut dire un visage qui ne ressemble pas à un vrai humain existant au monde, mais qui a un visage quand même humain, donc c'est un visage d'apparence humaine. Et puis les géminoïdes, c'est un androïde qui est le jumeau d'un humain réel, puisqu'ici Hiroshi Ishiguro a fabriqué le jumeau de son propre jumeau. Alors, encore une petite anecdote, parce que c'est drôle, sur Hiroshi Ishiguro. Donc, il y a 15 ans, il a fabriqué ce robot à son image. Donc, ils étaient tous les deux parfaitement pareils. Et Hiroshi Ishiguro envoyait son robot à sa place faire des conférences dans le monde entier. C'était un robot téléopéré, vous savez, comme le magicien d'Oz. Hein, vous avez peut-être beaucoup d'entre vous ont dû voir le film Le Magicien d'Oz. Donc, il le téléguidait à distance, voilà, et puis il parlait dans un micro comme moi, sauf qu'au lieu que les interlocuteurs voyaient le visage d'Hiroshi Ishiguro sur un écran, ils voyaient le robot d'Hiroshi Ishiguro sur une estrade en présence physique, et le robot bougeait les bras et parlait, bougeait la tête, clignait des yeux, voilà, il faisait la conférence à la place d'Hiroshi Ishiguro. Et puis Hiroshi Ishiguro a vieilli, et donc la ressemblance entre le robot et Hiroshi Ishiguro, c'est de plus en plus a été de moins en moins importante, la différence est de plus en plus grande. Et donc, du coup, Hiroshi Ishiguro a eu recours à la chirurgie esthétique pour rester à la ressemblance de son robot. Et je trouve l'histoire intéressante. L'homme fabrique un robot à son image, puis il se transforme pour rester à l'image de son robot. Je trouve ça assez joli, voilà, ça je vous le dis. Et puis encore un dernier petit mot sur ce robot ici en haut, qui est, vous voyez, deux chenilles, un bras articulé, c'est un robot démineur. Pourquoi je vous le mets là? Parce que l'armée américaine, il y a une petite dizaine d'années, s'est aperçue que les soldats américains qui utilisaient ce robot démineur pour enlever les mines, pouvaient s'attacher à ce robot comme à un être humain, comme un camarade de combat. Les soldats se déprimaient quand leur robot était endommagé. Ils demandaient que le robot et les
honneurs de la guerre quand ils devaient être, quand ils n'étaient plus utilisables, et ils ont demandé que leur robot soit réparé, quel qu'en soit le prix, lorsqu'il était réparable, parce que certains militaires américains utilisant ces robots voulaient leur robot à eux et pas un robot du même modèle sortant tout neuf de l'usine. Ils voulaient leur robot à eux, alors qu'ils sont tous semblables, hein, mais ils voulaient le leur, c'est un attachement. Voilà. Donc, ça a beaucoup ému l'armée américaine qui a depuis lancé des travaux sur l'attachement aux technologies. En quoi ça peut faciliter l'action des militaires, en quoi ça peut la rendre plus difficile. Voilà, donc ça c'est un champ de recherche aussi extrêmement intéressant, mais auquel on est moins confronté, mais qui, vous voyez, a surgi de manière inattendue dans le paysage. Parce que dans notre culture, on ne pense pas qu'on puisse s'attacher à un objet comme à un humain. Bon, pourtant, moi je l'ai écrit il y a longtemps, mais c'était une découverte pour l'armée américaine. Donc, quelques mots sur les robots. Ben là, le robot donc, humanoïde Nao est utilisé avec des enfants autistes. Alors, pourquoi? Parce qu'il présente beaucoup d'avantages. Il peut raconter une histoire. C'est l'histoire que vous avez dactylographiée sur votre clavier, c'est-à-dire si vous tapez sur votre clavier bonjour, je m'appelle Nao, et toi, comment t'appelles-tu? Et puis vous appuyez la touche Enter sur votre clavier, et le robot Nao dit bonjour, je m'appelle Nao, nanana, et donc du coup, le robot parle comme un humain. C'est très facile, c'est un robot que tout le monde peut faire parler. Il suffit de taper sur un clavier ce qu'on a envie de lui faire dire. Donc c'est très très simple pour utiliser en situation thérapeutique. Et vous me direz pourquoi on va faire parler un robot plutôt qu'un humain? Parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants autistes, ils ont beaucoup de difficultés à communiquer avec les humains parce qu'ils sont saturés par les informations. C'est-à-dire que vous arrivez à gérer, en parlant avec un humain, ses mimiques, les intonations de sa voix, le contenu de ce qu'il dit, les mouvements de son corps, mais l'enfant autiste, il ne peut pas gérer tout ça, et donc il se retire de la relation. Il se retire de la relation, il se met à l'écart, il baisse la tête, il se replie sur lui-même. Le robot Nao, lui, il est totalement prévisible. Il peut dire une chose sans bouger ni les yeux, ni le buste, ni les bras, ni la tête, ni rien, sans mimique, rien. Et donc, du coup, l'enfant autiste a une communication très simplifiée qui va lui permettre d'apprivoiser petit à petit les différents canaux de communication. On peut d'abord programmer le Nao pour qu'il fasse que parler, ensuite pour qu'il bouge les yeux, voilà, ensuite pour qu'il bouge peut-être un bras, et petit à petit, on arrive à familiariser l'enfant autiste avec la communication humaine. Donc, en fait, on utilise le Nao pour introduire progressivement l'enfant autiste à la communication humaine en segmentant en quelque sorte les domaines de communication de manière à ce que l'enfant autiste s'habitue à chacun d'entre eux séparément. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, on utilise souvent des ateliers contes, hein, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un humain qui raconte, c'est un robot. Et on s'est aperçu d'un truc extraordinaire dans l'hôpital de jour où je travaille, c'est que les enfants qui ont affaire à un robot qui raconte une histoire mémorisent bien mieux l'histoire. Ils sont plus calmes, ils sont plus attentifs. Et après, quand on leur demande de jouer l'histoire, par exemple les trois petits cochons, le loup et l'agneau, eh bien, ils le jouent mieux, ils ont mieux mémorisé l'histoire, ils se sont mieux accaparés, ils l'ont mieux intériorisé. Et ça montre qu'il y a d'immenses possibilités pour les enfants autistes pour favoriser la socialisation des enfants autistes en passant par ces machines. Quelques mots pour terminer sur le robot Paro, voilà, donc lui qui est utilisé avec les personnes âgées, à la fois pour calmer les personnes âgées, mais pour également favoriser la communication entre elles. Alors le grand problème des robots, c'est les projections que nous faisons sur eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le fameux robot Pléo, hein, voilà, le petit robot dinosaure qu'un chercheur, vous ne voyez pas ma main, mais en fait, avec ma main, voilà, je fais qu'un chercheur américain tapait avec la tête comme un chercheur allemand tapait avec la tête comme ça. Voilà, le risque, c'est le risque de l'anthropomorphisme. Alors, c'est quoi? C'est le risque de leur attribuer des compétences humaines. Et vous avez, historiquement, hein, vous avez un programme qui l'a très bien montré. Joseph Weizenbaum, dans les années 60, avait fabriqué une machine qui reformulait comme un thérapeute rogerien. Rogers, qui était thérapeute américain des années 50, qui était très attaché à ne pas être intrusif avec les patients. Donc, si un patient, je disais, je ne vais pas bien, le thérapeute ne lui disait pas, est-ce que ça va avec votre femme? Ça, c'est très intrusif. Par contre, si un patient disait, je ne vais pas bien, Rogers disait, ah ben, est-ce que vous savez pourquoi vous n'allez pas bien? Ou bien, ah bon, vous n'allez pas bien? Ou bien, depuis combien de temps n'allez-vous pas bien? C'est que de la reformulation.
Et donc, Joseph Weizenbaum, informaticien, fabrique une machine qui fonctionne pareil. Donc, vous voyez, il vous a un petit extrait au-dessous. L'important, c'est quoi? L'important, c'est que tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a des gens même qui ont programmé la machine avec lui, qui s'y attachent et qui passent beaucoup de temps avec elle et qui lui parlent beaucoup. Alors, il va voir ces gens, il leur dit, mais comment ça, vous savez bien que c'est qu'une machine, qu'est-ce que vous en attendez? Vous perdez votre temps. Et les gens répondent, oui, on sait bien c'est une machine, mais on a l'impression qu'elle peut nous comprendre. Et là, Joseph Weizenbaum a dit un truc extraordinaire. Il a dit, je n'aurais jamais cru qu'un programme aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Or, c'est à ça à quoi nous allons avoir affaire avec les robots et déjà un peu avec les jeux vidéo, c'est des délires chez les gens normaux. On va pouvoir délirer tout en étant normal. Et ce délire, ça va consister à croire que les machines nous comprennent pour de vrai ou qu'elles peuvent souffrir pour de vrai. Donc là, vous avez une vidéo, vous trouverez facilement sur Internet. Hein, comme souvent les vidéos ne marchent pas bien, je vous ai mis une capture d'image. C'est le robot Atlas. Donc vous tapez sur Internet Atlas. Robot Atlas, vous trouverez tout de suite la vidéo. Et donc, c'est un robot qui est montré en train de travailler dans un entrepôt. Et puis, vous voyez, il y a un chercheur qui le fait tomber plusieurs fois. Il le fait tomber encore. Et pourquoi je vous montre cette image de vidéo? Parce que des internautes, beaucoup d'internautes ont réagi en disant arrêtez d'embêter les robots, laissez travailler les robots. Voilà. Et donc, beaucoup d'internautes ont pris fait et cause pour le robot comme si c'était un humain que l'on empêchait de travailler en le persécutant, en le harcelant en permanence. Donc, il y a de vrais risques de l'empathie de l'homme pour la machine. La machine n'a pas d'empathie pour l'homme, évidemment, c'est une machine, mais l'homme a beaucoup d'empathie pour la machine. Et donc, quatre dangers importants. Hein. Oubliez que la machine est connectée quand même. Toutes ces machines envoient en permanence nos données personnelles. Hein. Vous savez, c'est le cas d'Internet, mais c'est le cas aussi des robots, des enceintes connectées. Peut-être certains d'entre vous ont une enceinte connectée chez vous, genre Alexa, Google Home. Eh bien, ces machines envoient toutes vos données personnelles en permanence aux fabricants. Le risque de croire que les machines auraient des émotions, c'est l'histoire du robot des mineurs, et puis le risque de préférer les robots aux humains parce que les robots vont être extrêmement agréables. Déjà, votre enceinte connectée va être très agréable avec vous. Elle ne va vous proposer que ce que vous aimez. Mais c'est merveilleux. Avoir un bulletin d'actualité, elle va vous proposer ce que vous aimez. Vous aimez le foot? Ben, très vite, l'enceinte connectée va vous proposer du foot. Et ces robots, je les appelle des robots Nutella. Alors pourquoi Nutella? Parce que vous savez que le Nutella, c'est un ersatz de chocolat. Comme il n'y avait pas de chocolat pendant la guerre, un pâtissier génial a fabriqué un mélange de noisettes et un tout petit peu de chocolat, c'est le Nutella. Et des gens préfèrent le Nutella au chocolat. Est-ce que les gens confondent le Nutella et le chocolat? Non. Personne en mangeant du Nutella dit je mange du chocolat. On sait bien que c'est du Nutella. Mais on aura la même situation avec les robots. Personne ne confondra un robot et un humain. Tout le monde dira mais je sais bien que c'est des robots. Mais ça n'empêche pas de préférer un robot à un humain. Ce n'est pas parce que vous distinguez le Nutella et le chocolat que vous ne préférez pas le Nutella au chocolat. Parce que le Nutella est fabriqué pour flatter votre palais. Et les robots seront fabriqués pour flatter notre ego, notre personnalité. Voilà. Et donc, risque même d'ériger le robot en modèle pour l'homme, un risque de robotisation de l'humain, de demander aux humains d'être aussi prévisibles, aussi réguliers, voilà, aussi attentifs à moi. Voilà, mon robot m'écoute et toi, tu ne m'écoutes pas. Ben oui, valoriser les capacités des robots. Donc, ça oblige à construire une nouvelle éthique. Vous trouverez une charte éthique que j'ai écrite en 2013 sur le site de l'Institut pour l'étude des relations homme-robot, et ça oblige à construire une nouvelle psychologie. Et donc, on a posé quelques jalons en France. Hein, donc, on fait maintenant une formation en distanciel, hein, la cyberpsychologie. Donc, on a créé l'Institut pour l'étude des relations homme-robot, le premier diplôme universitaire de cyberpsychologie à l'Université de Paris, auquel certains d'entre vous peuvent s'inscrire si ça les intéresse, qu'ils ont les diplômes pour ça. On a créé le site Cyberpsycho pendant le confinement pour aider les thérapeutes qui découvraient les thérapies en ligne. Et puis, on a créé l'École française de cyberpsychologie et cyberpsychologie clinique et on vient de en janvier 2021 et on vient de publier en avril 2021, donc je dis on parce qu'on est une petite équipe, le premier manuel de cyberpsychologie voilà, qui dit comprendre et soigner l'homme connecté. Voilà, et donc, donc avec le souci d'étudier les comportements en relation avec les technologies, étudier la façon dont les machines nous transforment, étudier l'utilisation des objets numériques en pratique clinique. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'utilisation de la consultation à distance, des jeux vidéo, peut-être et des robots, si vous en avez la possibilité. Et puis étudier aussi
les nouvelles formes de contrôle sur les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi le rôle du psychologue d'alerter, bien sûr, sur les risques de restriction des libertés qui sont autant de restrictions à la capacité de penser et de créer. Voilà, merci de votre attention. Je vous ai mis là quelques livres que j'ai écrits. Voilà, le dernier étant Comprendre, sonner l'homme connecté, qui est donc un ouvrage de psychologie, cyberpsychologie. Mais avant, il y avait l'emprise insidieuse des machines parlantes, justement sur les enceintes connectées pour alerter sur les dangers de ces machines. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Et on docteur. a un petit peu de temps pour des questions. Merci pour partager avec nous ces informations précieuses. On va prendre quelques questions maintenant, si vous voulez. رح نفتح باب الأسئلة هلا. اللي عنده سؤال بليز يكون عم يكتبه على الشات. فيكم تسألوه تكتبوه بالفرنسي وفيكم تكتبوه بالعرب بنترجمه للدكتور. نانسي زميلتنا رح تكون عم تقرا الأسئلة أنا وياها. Merci, docteur, pour cet éclairage très instructif. On attend les questions des participants. En ce temps-là, je peux moi-même poser ma question, si vous voulez. Oui, oui. Docteur, vous êtes fondateur de la règle 36912 qui prescrit le rôle des parents dans la censure ou bien dans l'observation de l'utilisation des enfants, des écrans et tout ça. Avec le confinement, avec la crise que nous vivons tous maintenant et l'obligation de l'utilisation des écrans pour des heures et des heures, vu les classes virtuelles et le confinement et tout ça, avez-vous pensé à adapter cette règle ou non? Est-ce qu'elle est encore applicable? Est-ce qu'on peut dire aux parents qu'il faut apprivoiser les écrans et observer les enfants et tout ça? Il faut leur dire plus que jamais. Alors, 36912, ce n'est pas seulement des repères quantitatifs, ce n'est pas seulement du temps d'écran, c'est aussi de la qualité d'accompagnement. Alternance, alors l'alternance, c'est vrai qu'elle est difficile parce qu'aller à l'école sur un écran, jouer à un jeu sur un écran, ça reste toujours de l'écran. Mais en revanche, alternance, c'est aussi alternance dans l'usage d'un écran, c'est-à-dire que vous pouvez regarder un film en famille, vous pouvez regarder une série télé tout seul, vous pouvez jouer à un jeu vidéo, et ça fait déjà 3 activités. Le problème, c'est beaucoup plus quelqu'un qui ne ferait toujours la même chose, qui regarderait toujours la même série, qui jouerait toujours au même jeu vidéo. Si votre enfant joue toujours au même jeu vidéo, avant toute chose, achetez-lui un autre pour qu'il puisse alterner. Alors, ce n'est pas une boutade parce que son temps d'écran doit être limité à la même durée, mais faites alterner de telle façon qu'il découvre d'autres choses. Parce que le grand risque pour l'être humain, c'est de s'appauvrir en appauvrissant son environnement. Et c'est le risque du confinement d'ailleurs. On ne sort plus, on ne voit plus de monde. Et les gens qu'on voit sur un écran, on les réduit tous à l'image, à la représentation mentale qu'on en a. Donc oui, 36912, n'oubliez pas, alternance, mais c'est entre types d'écran. Accompagnement, c'est autant qu'on peut. Alors comme on a du temps dans le confinement, on peut plus facilement jouer un peu un jeu vidéo ou demander à son enfant de nous montrer le jeu auquel il joue, de nous expliquer la série qu'il regarde, c'est ce que tes copains la regardent, voilà, de nous en parler. Et puis on a un peu plus de temps pour regarder éventuellement des films en famille et puis en parler aussi. Il ne faut pas oublier que c'est aussi dont on parle. Voilà, très important. Donc alternance, accompagnement et apprentissage de l'autorégulation. Beaucoup de gens trouvent cette formule un peu mystérieuse, c'est très simple. Apprentissage de l'autorégulation, ça veut dire qu'on va inviter l'enfant à attendre. Ça veut dire que s'il finit ses devoirs, s'il finit son cours sur Internet à 16 heures, il ne va pas à 16h05 être sur le jeu vidéo. On va lui dire, tu attends 17 heures, tu prends ton goûter, tu attends 17 heures. Je veux y aller tout de suite. Non, tu attends 17 heures. Apprendre à attendre. Donc, vous voyez, les règles 36912, elles restent totalement valables du point de vue de ces conseils généraux. En plus, choisir, ça c'est les principes, et les conseils, c'est limiter le temps d'écran. Bon, on continue à limiter le temps d'écran distractif. On invite l'enfant à avoir des activités de création. On prend du temps pour parler avec lui de ce qu'il fait et on veille aussi à choisir des programmes avec lui. Ce n'est pas parce qu'un enfant a plus de temps pour jouer aux jeux vidéo qu'à 8 ans, il va jouer à des jeux 14+. Oui. Vous voyez, donc ça reste valable. Donc les balises restent tout à fait valables en période de confinement. Mais elles obligent aussi à déplacer l'accent. On continue à être préoccupé du temps d'écran, mais on peut, en tant que parent, avoir plus de temps soi-même
pour se préoccuper des contenus et des échanges avec l'enfant. Ok, merci. Merci, docteur. رح نفتح نانسي الميكروفون في كذا حدا عم يطلب ميكروفون فينا نكون عم نفتح دونك ثواني بس. On va prendre les questions audio. Microphone. اوكي نيكول انا فتحت لك ميكروفون فيك تكوني عم تسالي سؤال بدك اياه للدكتور. نيكول تفضلي انا عملت لك انميوت من عندك بدك تعملي صح تفضلي نيكول. Merci, docteur Tisserand, de votre présentation et de votre présence parmi nous. Ma question est la suivante. Donc, aujourd'hui, on voit que la crise sanitaire de la COVID-19 continue de se prolonger. Mais comme toute chose a une fin, au final, il va y avoir un moment où on va retourner à la vie ordinaire, et c'est-à-dire à une vie où il n'y a pas de confinement, pas de couvre-feu, etc. Comment agir auprès de patients en clinique qui tiennent à garder leurs séances en ligne, qui ne veulent plus retrouver les séances en présence physique au sein du cabinet? Merci. Oui, c'est une très bonne question. Je vous ai évoqué la situation des responsables des ressources humaines en entreprise. Ils ont ce problème, des gens ne veulent pas revenir en présentiel. Et moi, j'organise des colloques et il y a des gens qui ne veulent plus revenir au colloque. Ils disent ah, je vais le faire en distanciel. Prévoir un colloque pour 2022, non, je le ferai en distanciel. Je ne me déplacerai pas, je ferai pas 2 heures de train en France pour aller à un colloque qui n'a pas lieu à Paris, je le ferai en distanciel. Alors oui, c'est un vrai problème. Et les patients qui veulent rester en distanciel. Alors, pourquoi pas? Alors, parce que le distanciel, si les patients habitent un peu loin, si les transports sont compliqués, s'il y a des horaires un peu compliqués aussi, parce que les patients n'ont pas toujours la liberté absolue de leurs horaires de consultation. Il faut aussi concilier avec nos propres horaires. Hein, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde à la même heure, parce que c'est en général les mêmes heures qui arrangent les gens. Donc, il y a des gens qui peuvent préférer du distanciel. Moi, ce que je pose comme condition, c'est que régulièrement, il y a une consultation en présentiel. Ça, c'est pas négociable. Alors, vous voyez avec le patient, ça peut être tous les mois, ça peut être, ça dépend de la fréquence des séances. Vous voyez votre patient une fois par mois, vous n'allez pas proposer une séance par mois en présentiel. Voilà, mais tous les 3 mois, voilà. Mais si vous voyez votre patient 2 fois par semaine, je pense que 2 séances en présentiel par mois, c'est bien, voilà. Mais c'est à négocier. Mais en tout cas, il faut que régulièrement, il y ait une séance en présentiel. Parce que l'être humain n'est pas préparé par l'évolution à gérer le distanciel. Le distanciel, c'est si vous voulez, l'être humain a mis des milliers d'années pour apprivoiser, pour inventer la lecture et l'écriture. Ben aujourd'hui, on est confronté brutalement à une situation qu'on ne sait pas encore bien maîtriser. Et d'ailleurs, les technologies sont médiocres. Vous voyez, là, je vois beaucoup. Quel dommage que je ne vois pas tous les visages de tous les gens, parce qu'il n'y a pas assez de bandes passantes, j'imagine, mais j'adorerais voir tous les visages. Quand on parle devant un amphi, on voit les visages. Je demande toujours qu'il y ait de la lumière dans l'amphi pour que je vois les gens. Là, je vois des petits carrés avec des photos, des noms. Voilà. Donc, avec un patient, des fois aussi, le patient va vous dire ben, la bande passante n'est pas bonne, je coupe l'image, je garde que le son. Donc, il y a un appauvrissement de la relation. Vous devez exiger qu'il y ait une régularité de consultation en présentiel. Voilà. Ça doit faire partie du contrat, comme le paiement des séances, une régularité de séances en présentiel, avec éventuellement la décision d'en faire un peu plus ou d'en faire un peu moins en présentiel. Mais il faut absolument poser comme principe qu'on ne communique pas de la même manière, comme j'ai essayé de vous le dire dans la première partie, qu'on communique d'une manière qui favorise beaucoup plus les quiproquos, dans lequel le transfert est un peu diffracté, il est exposé sur l'environnement aussi. Le patient qui vous voit sur votre webcam, il regarde autant le fauteuil, il regarde autant le fauteuil rose-violet qu'il y a derrière vous, comme pour Nancy, que le visage de Nancy. Je veux dire,
la relation n'est pas la même. Je veux dire, la webcam, les objets isolés sur la web, les objets isolés dans le cadre du champ de l'écran fonctionnent autant comme des supports d'attention en distanciel que le visage de l'intervenant, parce que tout est écrasé, alors qu'en thérapie, le patient ne passe pas autant de temps à regarder le tableau qui est derrière vous que votre visage, ou alors c'est qu'il a choisi de le regarder. Mais en distanciel, on n'a pas le choix. On a forcément le visage, le regard attiré par les quelques petits objets qu'il y a autour du visage que l'on voit. Non, il faut exiger ce présentiel régulier. Bon, je vais voir s'il y a des questions dans la partie chat. Oui, en fait, il y a la question de Céline. Céline vous pose la question suivante. Pensez-vous que s'identifier à un avatar dans un jeu vidéo favorise la résilience de l'enfant face à l'adversité? Oui, très bien, d'accord. Oui, alors, oui, c'est très compliqué l'identification à l'avatar. Il faudrait faire 2 heures là-dessus. On peut s'identifier de beaucoup de façons à son avatar. Vous savez, quand on parle d'identification, on parle d'identification centrifuge ou centripète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous identifier à quelqu'un, je suis comme lui, ou vous pouvez identifier l'autre à vous, il est comme moi. Voilà. Et donc, quand un joueur de jeu vidéo joue à un jeu vidéo, vous avez ces 2 identifications. J'ai un héros, voilà, il a une armure. Alors déjà, c'est intéressant parce que vous avez des joueurs qui choisissent plutôt de donner des armes de poing, des épées par exemple, d'autres qui vont choisir des arcs pour être toujours un peu loin, voilà. Puis il y en a surtout qui vont se faire une grosse armure pour bien se protéger. Donc déjà, ça, c'est très intéressant par rapport à la dynamique psychologique. Mais après, une fois que une fois que le joueur bouge son personnage sur l'écran, soit il va pouvoir se dire le personnage est comme moi, voilà, soit il va pouvoir se dire je suis comme le personnage. Et en effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Proteus. Alors, c'est moi c'est les neurosciences qui parlent d'effet Proteus. Ça veut dire que le joueur va s'identifier à son avatar. Donc, ça veut dire que si l'avatar est capable de résister à des agressions, le joueur peut intérioriser cette capacité à pouvoir résister à des agressions et donc augmenter sa résilience. Mais c'est vraiment des sujets passionnants de recherche sur lesquels il y a peu de choses et sur lesquels je vous invite vraiment à réfléchir et à publier. En tout cas, retenez toujours que l'identification, c'est l'identification de l'autre à soi ou de soi à l'autre. Et l'effet Proteus, on s'en est aperçu, il y a eu des études, par exemple, on invite des joueurs à jouer à un jeu dans lequel leur personnage, c'est Albert Einstein. Donc, ils ont le savant Albert Einstein, leur personnage. Et puis après, quand ils ont joué, on leur demande de résoudre des problèmes mathématiques. Eh bien, ils arrivent beaucoup mieux à les résoudre que ceux qui n'ont pas eu comme avatar Albert Einstein, alors que pourtant, on leur a rien expliqué en mathématiques. Mais ils ont acquis confiance dans leur capacité mathématique. Et donc, on l'a fait aussi pour les activités physiques, même chose, voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant. Par contre, on ne sait pas si ça dure longtemps. C'est des études en laboratoire, ça dure peut-être pas très longtemps. Mais si un joueur joue régulièrement avec un personnage qui résiste aux agressions, eh bien, il apprend à résister aux agressions. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, mais bon, je n'avais pas utilisé le mot de résilience, ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais faire en sorte que le joueur apprenne à protéger son avatar et à materner son avatar, le protéger et le guider. Et quand le joueur sait protéger et guider son avatar, il a un avatar auquel il va pouvoir s'identifier. C'est ce mouvement d'identification à l'autre et de l'autre à soi qui est très, très intéressant dans la dynamique, dans la psychothérapie du joueur de jeux vidéo. Alors, je voulais encore vous dire que je n'utilise pas les jeux vidéo en séance, hein, vous avez compris. J'invite le joueur à parler des jeux vidéo auxquels il joue chez lui, tout simplement parce qu'une séance de thérapie, c'est une demi-heure, 35 minutes. Si on prend 20 minutes à jouer, parce qu'on ne peut pas jouer moins, il reste que 10 minutes pour parler. Donc, comme tous les ados et pré-ados jouent à des jeux vidéo chez eux, je leur demande de me raconter les jeux auxquels ils jouent chez eux. Bon, il y a beaucoup de questions. Il reste seulement 5 minutes, 4 minutes. Donc, on va ouvrir le micro pour Fatima. فاطمة ورابي رح بفتح لك أنا ميكروفون فيك من عندك عارفة تفضلي فاطمة. Bonjour. Mon question, le temps supplémentaire que les professeurs consacrent
à la préparation et à l'explication affecte-t-il directement psychologiquement son état? La réussite du processus éducatif avec un professeur fatigué mentalement. Quel conseil donneriez-vous aux professeurs et aux personnes impliquées dans cette affaire? Je n'ai pas bien compris la question, Nancy, peut-être vous pouvez me la résumer. Le temps supplémentaire que les professeurs consacrent à la préparation et à l'explication affecte. D'accord, excusez-moi, d'accord. Le fait que les enseignants aient beaucoup plus de travail actuellement avec le distanciel, c'est ça? Oui, c'est D'accord. ça. L'effort exigé par les parents en préparant les sessions virtuelles. Les parents, d'accord, l'effort Par demandé. les profs, pardon. Les profs, voilà, effort supplémentaire demandé aux enseignants. Oui, alors, effort, alors je ne connais pas la situation au Liban, mais en France, effort d'autant plus grand que le gouvernement n'accompagne pas, n'aide pas. On est un enseignant qui prépare son cours en présentiel. Il l'a préparé, il le reprépare un peu chaque année, mais bon, voilà, il a pris l'habitude de le faire. Quand on bascule en distanciel, plus rien n'est pareil. Ça veut dire que le cours, il va falloir le penser autrement. Il va falloir peut-être présenter des petites vidéos, présenter des documents visuels, scénariser un petit peu, faire un petit peu de théâtre, voilà, utiliser un PowerPoint. Et donc, du coup, c'est un travail de préparation considérable. Mais il faut bien comprendre que c'est un travail de préparation qui est fait une fois qu'il est fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a basculé au distanciel, et les enseignants ont dû faire un travail énorme pour adapter leurs cours au distanciel. Enfin, ceux qui l'ont fait, parce que tous les enseignants n'ont pas fait ce travail. Un certain nombre d'enseignants, hélas, se sont contentés de faire leurs cours à distance. Mais un cours à distance, ce n'est pas un cours en distanciel, c'est un cours à distance, c'est tout. Donc, si on veut faire un cours